Salut Edouard, est-ce que ça va? Oui, ça va, je t'entends. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Comment ça va à Moscou? Ça va, comment dire? Il fait -14, il neige comme pas possible et comment il s'appelle? Les machines à nettoyer les rues fonctionnent nuit et jour pour que le transport et les piétons puissent avancer parce que sinon, il y a partout de tas de neige qui sont très hautes. Il faut les nettoyer tout le temps, pour les tramways, pour les trolleybus, etc. D'accord, Voilà. pour que les business et les travailleurs ne s'arrêtent pas. Ouais. Ça arrive de temps en temps à Moscou quand il neige d'une façon si abondante. Voilà. Oui, ça arrive. Donc, c'est pas un grand problème. Voilà. Juste, c'est rare qu'il fasse aussi froid et la neige en même temps. Généralement, quand il neige, il fait -5. Donc, il fait chaud. Il fait -5. Voilà. Et quand il fait bien plus froid, d'habitude, il ne neige pas. D'accord. Ici au Brésil, il fait aussi froid pour nous. Il fait, je pense qu'aujourd'hui, je fais voir, euh, 23, mais il fait froid. Pour moi aussi, pour moi aussi je suis d'accord qu'il fait froid maintenant. Non, mais c'est incroyable. 23, c'est un bel été en Russie. Voilà. Bien qu'il puisse faire encore plus chaud en Russie, plus 35, etc. Ça arrive, plus 39 parfois. Parce que quand C'est j'étais à Moscou, quand j'étais avec toi à Moscou l'année dernière, euh, il- il- dans l'été, au été, il faisait à peu près 20 degrés, quelque chose comme ça. C'était ça? Oui, quand tu es arrivé, il faisait plus 38. Et Plus après, tu te rappelles? 38. Oh mon Dieu. Oui, tu te rappelles quand j'ai transpiré dans mon appartement, n'importe comment, il faisait Ouais. très, très Non, chaud. mais Et il y après avait trois des jours, jours aussi, il y avait des jours aussi qu'il faisait de froid. oui, oui, je sais. Après cela est descendu jusqu'à plus 14. Ah, plus 14, voilà, très bien, c'est Et ça. quand tu t'es baigné dans le lac, c'était environ plus 16, comme ça. D'accord. Edouard, donc, tu es prêt pour qu'on commence la classe? Oui. Donc, je vais tendre ma cigarette. Non, t'as pas besoin. Je pense que c'est beau ça, de fumer pendant le temps que tu parles. C'est tranquille. Moi, je fume pas, mais je trouve ça beau. Je sais pas pourquoi. C'est élégant aussi. Ah, merci. Je trouve ça bien. Ouais. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, toujours avec les ponchiki, tout ça. Voilà, exactement. Donc, allons-y. Donc, aujourd'hui, on va commencer la leçon 2. Et donc, on va parler aujourd'hui sur la langue mère indo-européenne. Oui. Voilà. Donc, Edouard, allons-y. On Oui, commence ça. c'est Qu'est-ce c'est qu'il y a à voir avec. la langue mère indo-européenne? Tout d'abord, je vais commencer par l'introduction et je vais juste énumérer environ les 15 familles linguistiques qui existent sur la Terre. Voilà, les théories des scientifiques et des chercheurs changent, on peut pas dire changent tout le temps, mais le point de vue sur ces familles change de temps à autre. Donc, je vais juste énumérer les familles. Donc, en ordre alphabétique, c'est donc les familles afro-asiatiques, austro-asiatiques, d'après l'Australie, austro-asiatiques, austronésiennes, Attends, dravidiennes. un seconde. Austro, Non, mais euh, je ne pense pas qu'il faille les énumérer, c'est juste, tu vois, je les juste cite présenté. pour que, D'accord. oui.
D'accord, parfait. Seulement comme ça pour que les gens aient cette notion de base sur les familles qui existent sur le globe terrestre. Donc, Dravidienne, Esquimau, Aléout, après Hmong Mien, après indo-européenne, après altaïque, y compris japonique et turc, mongole, nilo-saharienne, nigéro-congolaise, australienne, sino-tibétaine, thaï, kadaï et tungus. Voilà. D'accord. J'ai Et toi, est-ce que énuméré. est-ce que tu as écrit ça juste sur le papier ou tu as écrit ça aussi dans une autre part que tu peux partager sur Facebook avec moi maintenant, par exemple? Ça, je ne sais pas où est-ce que je. Je pense que je l'ai écrit sur le papier, mais peut-être pour la prochaine fois, je vais l'écrire. D'accord. Mais qu'est-ce Voilà. que je vais faire? C'est le suivant. La prochaine fois, tous comment est-ce qu'on peut dire ça? Tous les contextes, le résumé, le résumé. Est-ce que tu comprends le résumé? Oui, D'accord. Donc, tu peux écrire et m'envoyer avant sur Facebook, avant qu'on commence la classe. Comme ça, je vais mettre ici. d'accord. Parce C'est que si avec tu grand plaisir. parles, ouais, c'est parce que quand tu parles, je ne vois pas ça, les résumés, les choses en topic, par exemple. Ça, c'est un peu plus difficile de comprendre. C'est mieux quand on a ici écrit. Mais allez, allez. Donc, tu as parlé maintenant sur les langues mères, c'était ça? Oui, toutes ces langues, ça s'appelle soit les proto-langues ou les langues mères. Ça dépend, voilà, des chercheurs. Parce que D'accord. parfois, comment dire, la terminologie varie un peu selon l'école des chercheurs ou selon tel ou autre chercheur, voilà, qui propose des théories. Donc, ce sont soit les langues mères, soit les proto-langues, les D'accord, langues de d'accord. base. D'accord, très bien. Donc, la langue mère indo-européenne. Oui, Dialecte avec les grands groupes, après ça, le groupe latin. Donc, le groupe latin, raconte-moi. Euh, si je peux me permettre, je voudrais parler tout d'abord plus en détail euh, de la langue mère, de la langue indo-européenne. D'accord, allez. Parce que ça, c'est le sujet qui n'est pas très connu et qui est très intéressant. Donc, je vais commencer par le début, c'est-à-dire pourquoi nous parlons, pourquoi l'homme parle et les racines historiques voilà, du processus de la langue. Donc, la langue, c'est le système symbolique des sons. Voilà, le système codé, si on y réfléchit, ce ne sont que les sons. Et ça se trouve en parenté étroite avec la musique, parce que la musique, c'est aussi un système des sons, un système codé. Voilà, et donc, notre oreille, notre cerveau sont prédisposés pour comprendre les systèmes complexes des sons codés. Après, il ne faut pas oublier que quoi qu'on parle des langues ou de la musique, cela véhicule toujours les émotions qui sont derrière ce que nous disons. Ça, c'est très important. Voilà, comment la langue apparaît-elle? Tout d'abord, c'est la physiologie de notre gorge. Parce que si on observe les animaux, il suffit que l'être humain se mette à quatre pattes avec les mains. Les animaux ont toujours la tête renversée, comme ça. Voilà. Et avec la tête comme ça, il n'est pas possible de parler. Donc, c'est grâce au fait que nous sommes droits, comme ça, pas comme les animaux,
que notre appareil phonatoire permet à articuler, à émettre les sons assez complexes. Et aussi, c'est grâce à la gorge et grâce à notre larynx qui baisse quand nous parlons et qui baisse davantage quand nous chantons. Les animaux, eux, ils ne peuvent pas faire cela. Selon les estimations approximatives, la langue apparaît 30, 350 000 ans avant notre ère. 350 000 ans. Voilà, c'est plus ou moins les estimations, les suppositions. Attends, une seconde. 350 000 ans, c'est le temps qu'il existe les êtres humains ou c'est depuis qu'on a commencé à parler? C'est depuis qu'on a commencé à parler. Bon Dieu, mais c'est trop, ouais. 350 000 ans. Oui, c'est un chiffre approximatif. Bien D'accord. entendu. Voilà, après, nous ignorons complètement le développement de la langue. On peut supposer que au tout début, c'était quand on voulait appeler quelqu'un, appeler à l'aide, appeler son, son camarade du tribu, ou je sais pas, du village, par exemple, aïe, oi, hey, et comme ça. Donc, les mots très, très courts pour attirer l'attention, et après, ils sont devenus les mots et les phrases de plus en plus compliquées. Voilà, maintenant, je voudrais parler de la méthode, comment on étudie la langue mère, la langue indo-européenne, euh, parce que la difficulté, ce qu'il n'y a aucune trace parlée ni écrite de cette langue. On peut seulement la reconstruire. Et pour cela, il existe, plusieurs méthodes, notamment la linguistique comparée, c'est-à-dire on prend les langues qui ont l'écriture comme le sanskrit, le latin, le grec, le russe, dont nous connaissons aussi la prononciation, et on les compare. On les compare pour restituer les mots de la langue mère. Il n'y a pas aucune autre possibilité. Et notamment, on compare les similitudes phonologiques, c'est-à-dire au niveau de la prononciation, au niveau sonore. Et aussi les ressemblances qui se manifestent avec régularité. Donc, on suppose que la langue mère s'est bien formée et existait déjà sous sa forme Juste une parlée. observation, juste une observation. Euh, Oui. pour les gens qui regardent cette classe, après, est-ce que tu peux écrire ça, m'envoyer et je vais mettre dans ce papier ici et je vais envoyer le PDF pour les gens qui regardent cette classe. Ça marche? Oui, seulement moi j'ai écrit un plan, donc c'est pas, ce ne sont pas les choses développées, c'est juste le plan que je regarde. Oui, non, non, mais c'est juste le plan. Phrases. C'est tout à fait parfait. D'accord, D'accord, merci. d'accord, avec grand plaisir. Donc, la langue mère, qui était sous sa forme parlée, environ au 6e millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire il y a presque 8 000 ans à compter de ce jour-ci. La date est approximative et il y a d'autres chercheurs qui disent que c'était au 10e millénaire avant Jésus-Christ. Ça va jusque-là. Donc, entre 10e et 6e millénaire, cette langue existait déjà. Et au 3e millénaire avant Jésus-Christ,
cette langue se divise en plusieurs langues. C'est un peu comme à l'époque latine, quand la langue latine s'est divisée entre le français, l'italien, l'espagnol, le portugais. C'est un peu ça. C'est un peu ce processus-ci qui a eu lieu. Mais au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà, et cette langue s'est divisée par des branches. Voilà. Les branches principales, je ne vais pas citer toutes les branches parce qu'elles sont assez nombreuses. Les branches principales sont donc les langues, on peut dire, d'Italie. Après, le sanskrit, le grec ancien, les langues slaves, les langues germaniques et la langue hittite. Voilà, ce sont les branches principales parce que ces branches-ci ont donné un grand héritage. Donc, juste une observation. Et donc, toutes ces branches sont les branches qu'on va étudier, qu'on va regarder dans les prochaines classes. Oui. Par exemple, ici, Exactement. on étudie la langue mère indo-européenne et Oui. donc le groupe latin. C'est qu'est-ce qu'on va voir. La prochaine classe, on va voir le groupe latin. Dans la leçon 4, on va regarder le groupe germanique, après Isla Vibalt. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est juste pour faire, comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est juste pour mettre ça, je ne trouve pas le mot correct pour ça, mais c'est juste pour montrer qu'est-ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on voit la langue mère indo-européenne. La prochaine classe, tu vas parler sur chaque langue, français, espagnol, portugais, italien, moldave, romain. Seulement, essaye, Edouard, s'il te plaît, de ne pas entrer encore, pas encore dans ces sujets-là. Non, mais bien sûr, ça je le sais. S'il te plaît, s'il te plaît. Nous sommes encore à l'époque de la division de la langue indo-européenne au 3e millénaire avant Jésus-Christ pour ces principales branches que j'ai citées. Voilà, c'est-à-dire que déjà, au 2e millénaire avant Jésus-Christ, il y avait les langues bien formées, comme le sanskrit, le latin parlé. Edouard, j'ai quelques questions à part ce que tu as dit. Par exemple, la langue mère indo-européenne, tu as parlé on est en train de parler de la langue mère indo-européenne, mais tu m'as parlé maintenant que approximativement, il y a 350 000 ans depuis qu'on a commencé à parler, que l'homme a commencé à parler. Mais pourquoi est-ce que tu penses que l'homme il a commencé à parler? Non, pas pourquoi tu penses, mais pourquoi les études scientifiques ils montrent que l'homme a commencé à parler. Quel était le défi ou la nécessité de l'homme commencer à parler? Est-ce que tu as vu ça dans les études scientifiques chez l'université? Oui, bien sûr. Donc, explique ça, s'il te plaît. Avec grand plaisir. C'est une question très intéressante. J'ai dit déjà quelques mots comment les scientifiques supposent, voilà, comment on a commencé à parler, c'est-à-dire par les brèves appellations quand on appelait à l'aide ou quand on voulait attirer l'attention, surtout exprimer une émotion. Donc, on crier des mots simples comme aïe, hey, bruit et des choses comme ça, c'est-à-dire vraiment des choses très très courtes. Mais ici, il faut parler aussi bien de l'évolution
et de la sélection naturelle. Je vais expliquer ce que je sous-entends. Voilà. Déjà, quand on a le système symbolique sonore compliqué, on a bien des avantages vis-à-vis du monde animal et vis-à-vis des autres personnes qui sont soi-disant muettes, qui ne savent pas produire des sons codés et complexes. Voilà. Par exemple, il y a 5 personnes et elles vont faire de la chasse, chasser les animaux pour les tuer et pour les manger après. Les gens sont dispersés, mais grâce à la capacité de communiquer, de passer l'information, on est bien supérieur aux animaux qui ne comprennent rien. Par exemple, on peut dire le loup, il est dangereux, il est adroit, il faut se mettre à l'écart. Devant nous, il y a par exemple le tigre qui est dangereux, il faut se cacher dans une grotte et des choses comme ça. Les gens, euh, déjà, ça fait la protection, la sécurité pendant la chasse. Aussi, on est en sécurité si on est en guerre contre l'autre tribu ou l'autre peuple qui ne parle pas, par exemple. Voilà. Donc, ça apporte beaucoup d'avantages. Et si parler de la sélection naturelle, à l'époque où la langue apparaît, ceux qui maîtrisent bien la langue, ceux qui peuvent communiquer beaucoup de choses aux autres personnes et les autres qui comprennent, eux, ils vont survivre et donc donner la progéniture. Tandis que ceux qui ne parlaient pas à la même époque, eux, ils ont péri, ils sont morts parce que voilà, ils ne possédaient pas ce nouveau code de la communication. C'est le point de vue évolutionniste. Si on a l'avantage, on reste en vie, on donne la progéniture, les enfants qui vont hériter nos capacités et ainsi euh, ceux qui ont des avantages, eux, ils survivent. Voilà. C'est un peu comme les chats. Il y a les chats sauvages, et il y a les chats domestiques. Voilà. Et pourquoi, par exemple, les chats domestiques sont plus nombreux? Parce que les chats domestiques, c'était ceux qui pouvaient euh, contacter avec l'homme, compter sur la sécurité, être à l'abri. Ces châssis étaient protégés par l'homme. Et ceux qui n'étaient pas protégés par l'homme, c'était bien plus difficile de survivre. Voilà, c'est D'accord, d'accord. la réponse de la question. Donc, je comprends le sujet, comment est-ce qu'on peut dire, la logique. Donc, la logique, c'est qu'on a commencé à parler à cause de mieux survivre, parce que quand on se communique mieux, on va mieux survivre dans la forêt, dans la sauvagerie. Et voilà, quand on Oui, se chaque fois plus, qu'on se communique mieux, on va mieux survivre dans toutes les sauvageries qui il existe hors le groupe humain qui existe. Par exemple, tous les animaux du moyen porte jusqu'à les grands, ils sont l'homme tout seul avec un animal de moyen porte et grand porte, il ne va pas survivre, il ne peut pas se combattre avec un animal. Donc, on a besoin d'être en groupe pour mieux se protéger. Et aussi, on a besoin de combien plus on se communique, mieux on va survivre. Donc, ça, c'est la logique. oui, Ça, c'est à peu près la logique. oui. D'accord, d'accord. Et Donc c'est oui. c'est
c'est la logique, je dirais, admise par les scientifiques, la logique principale. Euh, Parce que, comment je dirais ça? Euh, c'est la théorie qui est la plus convaincante. Parce que peut-être la science actuelle ignore, ne sait pas d'autres causes qui ont aussi participé pour développer la langue et la manière de se communiquer. Voilà, parce qu'on peut se baser seulement sur les choses qu'on, plus ou moins, qu'on peut connaître, qu'on peut apprendre. Mais il y a beaucoup de choses que la science ignore, bien entendu. C'est ça ce qui est passionnant et intéressant. Ouais, d'accord, Edouard. Excuse-moi d'avoir te coupé dans ton explication. Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est noter, de faire la notation de toutes les questions. Et donc, à la fin que tu expliques ça, je vais te demander les questions pour ne pas Non, mais te faire l'interruption. non, tu peux m'interrompre au contraire parce que parfois je me dis que je peux partir dans la terminologie très technique et je me demande si je suis bien clair en expliquant telle ou autre chose. C'est pour ça Ouais, que si tu m'interrompes, tu es bienvenu parce que ça me donne aussi d'accord, la possibilité d'accord. d'élaborer ma pensée. D'accord, très bien. Donc, tu veux continuer tes explications et donc, au chemin, je vais noter les questions et donc, si j'ai quelques questions, je te demande au milieu du chemin. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, voilà, euh, ouais, c'est encore déjà à partir de l'époque de la Renaissance et jusqu'à la fin du 19e siècle que des scientifiques et philosophes se demandaient sur l'histoire voilà, des langues aussi bien contemporaines que les langues anciennes, comme le latin, le grec, le sanskrit. Il y avait des suppositions, des théories, même pas, il y avait une théorie erronée. À une époque, on pensait que c'était le sanskrit qui était la langue mère de toutes les autres, mais on a vite compris l'erreur. Et il y avait deux noms majeurs dans l'histoire des recherches. C'était le scientifique allemand Franz Bopp et le scientifique français Ferdinand de Saussure qui ont élaboré le système comparatif, comment comparer les langues dont nous avons accès, comme le sanskrit, le grec, le latin, le russe, pour en faisant cette comparaison, surtout phonétique, c'est-à-dire au niveau de la prononciation, pour restituer euh, la langue mère, euh, c'est-à-dire soit proto-indo-européen, soit la langue indo-européenne, donc selon la terminologie. Voilà, et en comparant toutes ces langues, y compris la langue hittite, euh, on a reconstruit, restitué cette langue mère. Et donc, je vais ici nommer quelques particularités de, de cette langue mère, voilà, la grammaire, etc. Et euh, sur les langues qui sont nées à partir de cette langue. Donc, je vais commencer par le verbe. Le verbe avait trois temps majeurs. C'était le présent, l'aoriste et le parfait. Le futur était instable et le futur était an, analytique. C'est un terme technique qui veut dire le futur composé. Comme en français, je vais faire, je vais ouvrir. Voilà, c'est le futur composé avec l'auxiliaire.
Tandis que le présent, l'aoriste et le parfait étaient des temps très, très stables. Je vais expliquer qu'est-ce que c'est que l'aoriste. L'aoriste, c'est le temps fini avec l'action achevée. Et le parfait, pour parler de la langue indo-européenne, était toujours en lien avec le présent. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. Après, le nombre. Ça, c'est une question très intéressante. Le nombre. En français, en espagnol, en portugais, en russe, d'aujourd'hui, nous avons deux nombres, le singulier, un homme, et le pluriel, des hommes. Tandis que pour parler du sanskrit, du latin, du russe ancien, du grec, et bien entendu de la langue mère, de la langue indo-européenne, il y avait trois nombres. Le singulier, le duel et le pluriel. Ça, on le découvre quand on lit les textes de la langue fille, la langue sanskrite, parce que dans le sanskrit ancien, on utilise avec rigueur le duel. Qu'est-ce que c'est que le duel? Nous avons deux oreilles, deux yeux, deux jambes, deux mains, deux bras, toujours deux. Et pour ça, il existait le duel. Voilà. Et c'était obligatoire à employer le duel quand on voyait un paire de deux hommes, un homme et une femme, un couple, on employait le duel et c'était obligatoire. Ensuite, il y avait 8 déclinaisons, 8 cas. Et toi, quand tu étais en Russie, tu as fait connaissance un peu avec les déclinaisons russes. Nous en avons 6. Voilà. Tandis que la langue mère, la langue indo-européenne, on avait 8. Le nominatif, le génitif, le datif, l'accusatif, le locatif, l'instrumental, l'ablatif et le vocatif. Voilà. Le vocatif a survécu jusqu'à présent dans la langue bulgare, dans la langue ukrainienne. C'est quand tu appelles quelqu'un. Par exemple, en bulgare, tu vas dire Ivan au nominatif, mais si tu l'appelles, qu'il vienne vers toi, tu vas dire Ivan. Voilà. Tu ajoutes une terminaison, voilà, du vocatif. Voilà. Et donc, aussi, c'est non seulement pour survivre qu'on parlait, qu'on a commencé à parler, c'est aussi, et c'est une question intéressante qui n'est pas encore bien comprise ni résolue, on a commencé à composer les mythes, les contes, je dirais pour expliquer le monde, comme maintenant on fait avec la science. Voilà, l'homme avait toujours besoin d'expliquer le monde, bien que ces explications étaient parfois, je ne sais pas, fausses. Par exemple, je ne sais pas, un dieu lance un éclair pour foudroyer, je ne sais pas, les mauvaises personnes, des choses comme ça. Mais on avait besoin de ça, et on peut supposer que depuis toujours, depuis l'apparition de la capacité de parler, on passait beaucoup de temps pour raconter les mythes, pour raconter les visions du monde, parce que quand on connaît le monde, ou plutôt quand on a l'impression de le connaître, psychologiquement, on est sûr. Par exemple, un homme fait la prière et il s'endort tranquillement dans sa grotte. Et je le souligne, il est tranquille désormais, parce qu'il sait que les dieux, les esprits, tout ça, ils vont le protéger. Et c'est comme ça que,
l'homme ancien, l'homme archaïque, passait aussi beaucoup de temps pour raconter les mythes. Voilà, c'est ça ce qui concerne la langue mère. Voilà, si tu as des questions. D'accord, Edouard. Oui, j'ai des questions ici. J'ai noté quelques questions Oui, et avec plaisir. j'ai bien t'écouter avec beaucoup d'attention parce que toutes ces choses-là, pour moi, ils sont toutes des nouveautés. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de ne pas interrompre non plus. Mais allons-y. Donc, tu étais en train de parler des langues, par exemple, les langues anciennes et les langues contemporaines. D'accord? Et j'ai une question à cause de ça. Par exemple, le grec et le latin, ils sont morts aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les langues, à part la scientifique, pourquoi est-ce que les langues, elles meurent, mais ce n'est pas exactement pourquoi les langues meurent. Voilà, c'est ça la question. Par exemple, le latin, c'était la langue, l'origine de portugais, français, l'espagnol et toutes ces autres langues. Mais aujourd'hui, elle est morte et toutes les langues branchées, toutes les langues qui sont devenues après cette langue mère, le latin, elles vivent et le latin, il est mort. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication scientifique pour ça? Tout d'abord, je vais dire que c'est un peu faux de dire que une langue meurt ou est en train de mourir. Non, la langue est en train d'évaluer. Voilà, c'est-à-dire, De c'est un quoi? En train de processus quoi? En train de et, quoi? et faire son évolution. D'accord. Évoluer. L'évolution de la langue. C'est-à-dire, même durant notre vie, quand nous naissons, notre propre langue, notre langue natale, se trouve dans un état. Et après 70 ans, 80 ans, quand nous mourons, la langue change légèrement. Mais si on y pense, si on y prête attention, on peut remarquer que pendant notre enfance, il y avait quelques mots. Par exemple, en russe, quand j'étais petit, on nommait une photographie, une photo, on la nommait la carte, la petite carte. Est-ce que tu peux m'envoyer la petite carte? Ça veut dire, est-ce que tu peux m'envoyer ta photo? Voilà, mon grand-père disait comme ça. Et maintenant, on dit, si tu peux m'envoyer ta photographie. Donc, le mot, la carte pour la photo est déjà écarté. Et comme ça, on peut faire beaucoup d'autres observations. Par exemple, la personne ivre, Mais quand j'ai bien j'étais enfant. compris. J'ai bien compris. Donc, les langues, elles ne sont pas mortes. Elles évoluent. Elles Oui, sont en train de faire l'évolution. Par exemple, la langue qui un jour était le latin, elle était disséminée pour les autres nations. Qu'est-ce qu'on dit les langues, comment est-ce qu'on dit ça? C'était la langue, comment est-ce qu'on dit ça? Par exemple, le latin, elle était la langue officielle dans le temps que le latin, il était parlé. Et les autres langues originaires, le français, l'espagnol, c'était la langue des gens, des pauvres, de la oui, c'était population. plus ou moins ça. Ouais. Mais euh, le pouvoir, il n'est pas avec en fait, il n'est pas avec comment est-ce qu'on peut dire, le pouvoir d'une langue, d'une culture, il est avec ses peuples, pas avec le roi, la reine. Et donc, qu'est-ce que dit, c'est la langue
va évoluer ou non, c'est le peuple. Donc, le français, l'espagnol, le portugais étaient langues il y a un nom technique pour ça, mais je ne me souviens pas. Mais ça veut dire que les pauvres, c'était une langue des pauvres, le français, l'espagnol, le portugais, mais c'est la langue vivante aujourd'hui. C'est l'évolution du latin. Parce que la majorité, par exemple, dans à part les langues, on dit le suivant, généralement. C'est pas la grammatique, la grammaire, et c'est pas la littérature qui va dire comment est-ce que la langue, elle évolue. C'est le peuple. Sont les utilisations quotidiennes, les choses que les gens inventent et qu'ils parlent, le peuple, la population, qui va dire comment la langue, elle va être conduite. C'est ça? Oui, Ou c'est pas exactement oui, ça? c'est une des possibilités, mais il y a d'autres facteurs. Euh, Ouais. Quels ils sont? pour chaque langue, la situation est légèrement différente. Donc, voilà. Si, par exemple, on peut sauter le latin classique et parler du développement postérieur, c'est-à-dire comment le latin s'est développé après. Après, je reviendrai au latin lui-même. Mais comment il s'est développé avec le latin, c'était la situation n'était pas la même qu'avec les langues slaves ou les langues germaniques. Parce que ce qui s'est passé avec le latin littéraire est devenu très vite fixe, bien fixé, avec beaucoup de normes très strictes, et tous les auteurs, avec soi-disant une bonne éducation littéraire, respectaient ces normes, et même ils étaient les maîtres de ces normes, c'est-à-dire c'était vraiment en art de la littérature latine. Et donc, les auteurs comme Cicéron, par exemple, ils s'exprimaient d'une façon très, très correcte. Mais il ne faut pas oublier que l'Empire romain faisait toujours des conquêtes des pays voisins et a fini par être attaqué par les tribus germaniques. Et donc, sur le territoire de l'Empire romain, il y avait beaucoup de peuples étrangers pour qui le latin n'était pas la langue même. Voilà. Et donc, ces peuples-ci, ayant ses propres langues qui n'avaient rien à voir avec le latin, devaient se faire comprendre. C'est un peu comme par exemple en allemand, une personne allemande, un homme allemand, venait au Brésil en parlant très mal le portugais. Après, l'homme russe qui parle aussi mal le portugais. Et par exemple, je ne sais pas qui, un japonais qui parle aussi très mal le portugais. Toutes ces personnes parlent très mal le portugais, mais eux, ils ont besoin de se communiquer entre eux. Et eux, ils vont communiquer un peu, je ne sais pas, d'une façon très, très incorrecte. Voilà. Sans respecter les terminaisons des verbes, sans respecter les prépositions, en se trompant avec les terminaisons et tout ça. Voilà ce qui s'est passé sur le territoire de l'Empire romain environ à partir du IIIe siècle. C'est-à-dire, malheureusement, D'accord, d'accord. Donc, j'ai bien compris. Donc, le latin, elle était la langue propre, la langue clean. Et puis après,
l'Empire romain, il était en train de conquérir toutes les autres régions de la France, du Portugal, de l'Espagne, mais ils en étaient en train de euh, euh, forcer les autres personnes, les autres tribus de parler sa langue, mais ils ne pouvaient pas parler correctement. Donc, ils sont Oui. mélangés toutes les autres langues. Donc, avec ça, ils sont devenus une nouvelle langue en France, dans la région de la France. C'était plusieurs langues, mais après le français, en Espagne, plusieurs langues, et puis après, l'espagnol. Mais jusqu'à aujourd'hui, par exemple, j'étais en Espagne, à Valencia, et les gens à Valencia, ils ne veulent pas parler l'espagnol. Ils veulent parler le valencien et le Ah, c'est déjà catalan. l'autre histoire. C'est déjà encore la sous-division davantage. Oui, oui, Exactement. Mais qu'est-ce que je veux te dire, c'est que les langues, elles ne sont pas mortes, elles sont en train d'évoluer, oui, mais dans des régions spécifiques, il y a des gens qui ils restent, ils peuvent, ils, euh, ils arrivent à avoir la langue, presque la langue d'origine, mais ils essayent de ne pas laisser mourir ces langues anciennes. Voilà, mais j'ai bien compris qu'est-ce que tu as dit. Donc, je passe à la dernière question pour que cette classe ne prenne pas plus qu'une heure. Donc, Edouard, combien de temps est-ce que tu penses, à peu près, approximativement, une langue, elle va tenir pour évoluer pour une autre langue. Par exemple, le portugais du Portugal, il n'est pas le même portugais que du Brésil. Par exemple, quand nous, Brésiliens, on part au Portugal, c'est comme une autre langue pour nous. On ne comprend rien, rien, rien. Et j'ai bien recherché, et je sais qu'en Russie, il ne marche pas comme ça. Si tu vas quelque part dans la Russie, dans la Sibérie, dans la Russie, euh, le russe, il est le même. Il n'a pas changé. Mais le portugais du Portugal, le portugais du Brésil, ils sont des choses rien à voir. Ils sont complètement différents, mais ils sont portugais. Ils ne sont pas exactement complètement différents, mais nous, Brésiliens, quand on arrive au Portugal, on va demander tout le temps, répétez ça s'il te plaît, qu'est-ce que tu as dit toi, c'est quoi ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce que l'accent, la cantion, l'intonation, le rythme et presque tout, ça change. Donc, c'est horrible. Donc, combien de temps, par exemple, Portugal, il a conquéré le Brésil, ils ont invasé le Brésil 500 ans avant. Et la langue, elle a changé déjà beaucoup. Oh mon Dieu, à l'écrite, ça c'est tranquille de comprendre, de se comprendre. Mais à l'oral, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Si une personne, par exemple, toi, Edouard, de la Russie, euh, si tu apprends le portugais du Portugal, tu vas avoir tellement de difficultés de comprendre le portugais du Brésil. Et le contraire se passe la même chose. Donc, avec seulement 5 ans. Donc, approximativement, combien de temps la langue, elle vient de changer dans une autre langue approximativement? Est-ce que tu sais une approximation du oui, temps? bien entendu. C'est une question très intéressante.
Et en fait, pour répondre, il y a deux réponses très, très claires. S'il y a un pays très fermé, comme l'Égypte ancienne, comme la Grèce, euh, la langue change vraiment d'une façon très cruciale euh, tous les 1000 ans. C'est pour ça qu'il y a l'égyptien archaïque, l'égyptien euh, classique et l'égyptien post-classique. Et donc, pour si 3000 ans passent, c'est que les spécialistes qui puissent savoir qu'il s'agit de la même langue. Par exemple, c'est que les spécialistes qui savent, qui voient que le français, c'est un peu la progéniture du latin. Voilà. Et donc, avec l'égyptien, c'est pareil. 3000 ans passent et la langue change radicalement. Il y a des changements très, très importants, très, très importants. Et donc, il faut être scientifique pour comprendre qu'il s'agit de la même langue. Par contre, il y a des changements brusques suite à l'invasion des autres peuples. Et je pense que c'est le cas du Du portugais. Brésil. Oui. Et c'était aussi le cas, par exemple, du latin dans Du presque tous les pays de l'Afrique. oui, et c'était aussi le cas, par exemple, euh, du latin qui allait devenir le français. C'était l'invasion des tribus germaniques, assez brusque, qui a produit des changements très brusques. Et c'était aussi le cas de l'espagnol suite à l'invasion arabe. Donc, si un peuple voilà, arrive, ça, on aura les changements très brusques. Si on est tranquille, ça change très lentement pendant les millénaires. Voilà la réponse à ma question. D'accord, mais oui, oui, oui. L'autre question, pourquoi, c'est aussi intéressant, pourquoi, par exemple, l'égyptien, le grec, presque sans aucune influence extérieure, pourquoi la langue évolue? Voilà, c'est la question un peu obscure et intéressante. Et je pourrais en parler dans notre prochaine leçon. Oui, Voilà d'accord. pourquoi les Edouard, une choses. question, s'il te plaît. Si tu me permets, une autre question. Par exemple, à cause de l'invasion, les langues, elles changent vitement, dans une vitesse incroyable, à peu près, par exemple, 500 ans, 500 ans. Oui, Et entre 200 et naturellement, ça va 500. prendre à peu près 3000 ans. Donc, Oui. naturellement, les langues, elles vont évoluer, elles vont changer aussi. Ça peut prendre à peu près 2000, 3000, 4000 ans au plus. Ça va changer complètement. Complètement, on dirait complètement. Oui. Ouais. Et à cause de l'invasion aussi, ça peut changer donc peut-être 10 fois plus vite que naturellement. Et ça va changer aussi complètement. Par exemple, l'espagnol, il est différent à cause de l'invasion arabe à l'Espagne, comme tu as dit. Le Portugal, il n'était pas des invaseurs. Il était des gens qui invasaient le Portugal. Ça, je ne suis pas spécialiste dans l'histoire. Je sais seulement que le peuple portugais, il a eu beaucoup de perturbations euh, au Moyen Âge, mais moi, j'ignore les causes. Je ne sais pas. Je sais qu'il y avait D'accord, l'immigration d'accord, des autres pays et toutes ces choses. d'accord. Mais donc les Français, donc les Français, ils ont été, comment est-ce qu'on peut dire, ça a Envahis. changé pour le français à cause de l'invasion germanique.
Les Oui. Espagnols à cause de l'invasion arabe. Et l'italien, comme il n'était pas invasé, il est la langue la plus proche du latin, c'est ça? Oui, je peux dire que l'italien, c'est le latin contemporain, le latin moderne. C'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment le latin qui a évalué pour devenir l'italien. Mais en fait, c'est toujours la même langue. Voilà. Bien sûr, suite Edouard, aux Edouard, influences. un second. Pour ne pas donner des spoilers, je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que c'est un spoiler. Non. Spoiler, c'est quand on commence de dire qu'est-ce que va venir après et on commence de parler sur ça. Donc, pour ne pas donner des spoilers, après, si tu veux, je t'explique mieux qu'est-ce que c'est ça. Peut-être qu'il existe un mot pour ça aussi en français, mais ça, c'est de l'origine anglaise. Et Edouard, pour qu'on n'avance pas plus d'une heure, parce qu'on est déjà au temps, donc, je vais te dire merci d'expliquer tout ça, de m'avoir comprendre toutes les questions de langue mère, langue européenne, l'origine de dialectes, l'évolution des langues, les langues anciennes, les langues plus contemporaines. Et voilà. Et donc, la prochaine classe, on va parler sur les langues latines, d'origine latine, donc le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le moldave et le romain. Edouard, donc, je te remercie d'avoir nous, comment est-ce que je peux dire ça, donner ces explications, d'avoir nous expliqué tout dans une façon simple et cohérente. Et je te remercie infiniment et on se voit la prochaine classe, la troisième classe de cette série linguistique. Merci, Edouard. C'est moi qui te remercie de ton aide, de tes questions intéressantes, parce que c'est un sujet très passionnant et j'aime beaucoup quand il y a les questions pertinentes qui permettent de développer le sujet davantage. Voilà, donc merci. Merci, Edouard. Donc, on se voit à la prochaine classe. Salut, merci. Salut.